Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Besson qui vient nous présenter un superbe album consacré à Mozart. Bonjour Anna. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous étudiez d'abord au Conservatoire à rayonnement régional de Perpignan et de Versailles. En 2008, vous entrez au Conservatoire supérieur de Genève. Vous poursuivez ensuite l'étude du traverso au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Vous participez à de nombreux festivals en France et à l'étranger et contribuez à faire découvrir au public un large répertoire de compositeurs baroques. Vous vous produisez avec des musiciens issus d'ensembles de musique de chambre tels que l'ensemble Contraste ou Anouk Temporis et l'équateur Debussy et Nevermind. Vous prenez également part aux activités de l'ensemble Les Arts Florissants de William Christie. Depuis l'année académique 2020-2021, vous enseignez le traverso au Conservatoire royal de Bruxelles. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant l'Allegro Maestoso, premier mouvement du concerto pour flûte en sol majeur Köchel 313 de Wolfgang Amadeus Mozart. Vous êtes accompagné de l'ensemble Anouk Temporis placé sous la direction de Reinout van Mechelen.
L'Allegro maestoso, premier mouvement du concerto pour flûte en sol majeur, Köchel 313 de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invitée, Anna Besson, était accompagnée de l'ensemble Anocte Temporis, placé sous la direction de Reinhold van Mechelen. Alors dites-nous, Anna, venez-vous d'une famille de musiciens? Alors oui, mon papa était professeur de trompette jusqu'à cette année d'ailleurs, dans le sud de la France, dans 2 écoles de musique. Et ma maman a fait du violoncelle, mais elle a arrêté une fois qu'elle m'a eu, faute de temps. Alors comment est-ce que la flûte est rentrée dans votre vie? Ah, bonne question ça. Alors le choix est arrivé de choisir un instrument, puisque alors en France on commence le solfège à 6 ans, enfin la formation musicale, et l'instrument à 7 ans. Et donc je me rappelle que mon père m'avait proposé d'aller écouter un concert d'un orchestre symphonique, et puis m'avait un peu montré les familles d'instruments. Et alors mon premier choix s'est porté sur la harpe, qui est toujours d'ailleurs un instrument extrêmement important à mes yeux. Je trouve que c'est l'instrument complet. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément plu à mes parents qui m'ont donné tout un tas d'histoires sur le fait que ça faisait des cloques sur les doigts, que les princes charmants n'étaient pas forcément frivoles de ce genre de princesse. Et donc on m'a demandé quel était mon deuxième choix, qui s'est porté sur la flûte traversière. Quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Alors oui, c'est une bonne question ça. Il y en a eu plusieurs. Alors, si je dois maintenant en citer un seul, celui qui est toujours mon héros d'ailleurs, il s'appelle Micah McGoldrick, et c'est un joueur de flûte traversière irlandaise. Comment est-ce que vous l'avez découvert? Alors parce que mes parents m'amenaient depuis toute petite dans des bals folk, puisque eux dansaient pas mal de musique traditionnelle française et d'ailleurs. Et mon amour s'est porté très vite sur la musique irlandaise, qui me parlait tout particulièrement. Et je me rappelle, quand j'avais 9 ans, mon père m'a ramené un CD, il m'a dit « Tiens, c'est de la flûte, c'est pour toi ». Et donc j'ai mis ça dans le lecteur CD, et ça a été l'amour fou à la première écoute. Comment décririez-vous les sensations que vous avez éprouvées à ce moment-là? Une joie intense, vraiment une joie intense, un besoin de jouer aussi cette musique, tout à fait. Donc je me suis mise à... Alors je jouais que la traversière moderne à l'époque, la flûte bum en métal, avec des clés, donc très compliqué de répéter l'ornementation irlandaise, qui ne souffre pas de clés pour le coup, en tout cas pas le système moderne. Et j'ai essayé d'apprendre tous ces morceaux, d'abord en lisant sur des partitions, mais ça marchait pas, puis en écoutant énormément de musique, en repiquant les morceaux, puisque c'est une musique de tradition orale. Et puis finalement, mes parents ont fini par me proposer un voyage en Irlande quand j'avais 13 ans, et j'ai acheté ma première flûte irlandaise en bois. Donc vous aviez des parents qui vous encourageaient dans la direction musicale. Oui, oui. Alors aujourd'hui, vous enseignez au Conservatoire royal de Bruxelles. Quel message principal cherchez-vous à transmettre à vos étudiants? Ah, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Je crois que le tout premier qui a un peu changé par rapport à la génération qui nous a précédés, c'est qu'on ne peut pas se permettre de choisir qu'un seul instrument. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai étudié, on me disait « ça serait bien que maintenant tu te fasses essentiellement du traverso, puisque ça va aider l'embouchure, ça va aider le son, etc. » Alors que je faisais encore beaucoup de flûte moderne, et puis j'étais en finale de concours, etc. Donc c'est quelque chose que je trouvais quand même intéressant à continuer, et puis qui me plaît toujours aujourd'hui. Alors à présent, on nous demande d'ailleurs de jouer un peu tout, de la Renaissance jusqu'au contemporain. Déjà, c'est intéressant. Alors ça demande effectivement beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation sur chaque instrument. Mais par exemple, j'ai joué il y a pas très longtemps l'Acmé avec l'ensemble Pygmalion, qui est donc un ensemble sur instruments historiques. Et pour ça, je suis allée chercher une flûte de 1899. Donc ça reste de la musique ancienne, quelque part, puisque c'est joué sur instruments anciens. Mais j'étais bien contente d'avoir eu toute ma formation sur flûte bum pour pouvoir jouer l'Acmé, tout simplement. Donc je crois que c'est très important de ne rien lâcher. Et alors quand vous vous mettez à jouer sur un instrument historique, vous avez besoin de beaucoup de temps d'adaptation ou ça se fait assez? Plus du tout. Plus du tout. Alors évidemment, au départ, c'est un tout nouvel apprentissage. C'est ce que je dis aussi aux élèves. J'en ai beaucoup qui viennent du moderne, justement comme moi, ce que j'aime beaucoup, puisque venant de là, pour moi, c'est assez facile de leur dire par quoi commencer, comment appréhender l'instrument. Par contre, il y en a beaucoup qui pensent que flûte égale flûte. Donc si on connaît les doigtés, si on apprend les nouveaux doigtés, il n'y aura pas trop de soucis. Alors que la musique ancienne, c'est vraiment on ouvre une porte qui en ouvre 10 autres, et chaque porte mène à 10 autres portes, etc. C'est un puits sans fin de savoir, en fait. On apprend tous les jours, moi j'apprends tous les jours, je lis des articles tous les jours, je découvre du répertoire tous les jours, c'est passionnant. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à c'est une flûte, donc ça va aller, j'ai déjà une bonne technique. Il faut apprendre le style, le goût, les avis aussi, bien sûr, puisqu'on lit des traités qui nous disent comment jouer, mais c'est à nous de faire notre propre interprétation de ces traités, etc. C'est passionnant, mais donc je leur dis de rien lâcher, de tout faire, mais de vraiment rentrer dans chaque instrument et de s'entraîner par ailleurs à changer d'un instrument à l'autre. Ça, c'est aussi important.
Est-ce que la mémoire musculaire est quelque chose de très important? Oui. Alors, il y a la mémoire musculaire, mais il y a aussi ne pas juger avant. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. C'est « Ah là là, comment va être mon son aujourd'hui? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je ne le suis pas ?» Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on perd confiance. Or, la musique, c'est quand même 80% de confiance et de « Allez, on fonce, on y va. » Et puis, pour l'amour de la musique, quoi. Alors je vous propose de poursuivre en écoutant l'Andantino, deuxième mouvement du concerto pour flûte et harpe en do majeur, Köchel 299 de Wolfgang Amadeus Mozart. Anna Besson est à la flûte, Clara Isambert à la harpe, Reinhold van Mechelen dirige l'ensemble à Nocte Temporis.
L'Anantino, deuxième mouvement du concerto pour flûte et harpe en do majeur, Köchel 299 de Wolfgang Amadeus Mozart dans l'interprétation de notre invitée Anna Besson et Clara Isambert à la harpe. Il s'agit d'un extrait d'un nouvel album paraissant chez Alpha. Alors dites-nous Anna, depuis combien de temps rêvez-vous d'enregistrer ces concertos de Mozart? Alors, rêver de les enregistrer, je ne sais pas si j'ai un jour rêvé de les enregistrer. Je les ai joués, en fait, depuis toute petite, évidemment, puisque ça fait partie du répertoire, le plus grand répertoire. Il y a ça, les sonates de Bach, les partitas de Bach. Et il faut dire aussi qu'à chaque concours, chaque audition d'orchestre, le Mozart est imposé un des deux concertos. Donc, je les ai tout le temps joués, toujours joués. Par contre, c'est vrai que je me rappelle depuis toute petite de voir les jouer et me dire « Ah là, mais c'est compliqué Mozart, qu'est-ce que c'est dur, j'ai l'impression d'être trop lourde, je ne sais pas comment donner une forme à cette note, de quelle façon il faut jouer ces petites notes, etc. » Énormément de questions et pas forcément d'apaisement au niveau du jeu. Est-ce qu'on se sent nu quand on joue Mozart? Pas plus que dans un autre répertoire, c'est juste qu'on se sent... moi, je me sentais vraiment pas dégourdie, quoi. Je me disais, il y a quelque chose qui me manque, une espèce de compréhension. Puis alors, je me rappelle ma prof à Perpignan qui m'avait dit « Oh, tu verras, Mozart en comprend à 40 ans. » Puis alors, moi qui avais 14 ans, je me disais « Oh là là, mais alors ça veut dire que pendant toutes ces années, je vais rien comprendre. Devoir jouer cette musique sans jamais rien comprendre, c'est quand même pas facile. » Et puis jusqu'au moment où tout simplement j'ai pris la flûte pour lequel ces instruments ont été écrits, qui est la flûte à une clé tout simplement en bois. Et puis là, j'ai eu 80% de mes réponses d'interprétation. C'était magique, c'était vraiment un moment magique de se dire mais ben voilà, la réponse elle est là. Il faut juste jouer sur l'instrument pour lequel ça a été écrit. Alors dans cet enregistrement, vous êtes accompagné par l'ensemble Anocte Temporis, qui est un ensemble que vous avez créé en 2016. Comment a débuté cette aventure? Par une histoire d'amour, bien sûr. Alors, j'ai rencontré Reinout en 2014. Reinout van Mechelen. Mechelen, tout à fait. On était en production sur un opéra de Rameau, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et puis voilà, on s'est mis ensemble très vite. Et puis on s'est rendu compte qu'on s'entendait très très bien musicalement, ce qui est quand même important, je trouve, quand deux musiciens se mettent ensemble. Et puis par contre, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux très pris par des productions à droite à gauche, mais qu'on se voyait que jamais. L'agenda était un problème, et puis qu'on avait très envie de faire la musique ensemble. Et on s'est dit que le seul moyen de réunir notre vision commune, en tout cas, c'était de créer notre ensemble. Donc on a commencé à 4, voilà, avec Benjamin Allard à l'orgue et Roland Carnoët au violoncelle pour des extraits de cantates de Bach qui mettaient en valeur tant la voix de ténor que le traverso. Alors comment est-ce que l'ensemble a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à peu près 30 concerts par an, avec la moitié qui est avec effectif d'orchestre, donc entre 20 et 25 personnes. Donc c'est une belle évolution, on va dire. Alors, c'est Reinout van Mechelen, votre mari, oui, qui dirige. Est-ce facile de travailler en famille? Alors, je vais vous raconter la toute première répétition pour notre programme BAT, donc il y aura 10 ans l'année prochaine. À peine j'ai pris la flûte, qui commençait à me dire « Alors moi, je vois cette phrase comme ça », j'ai posé la flûte sur le piano et je suis partie. Voilà, ça c'était la toute première répétition. Je me suis dit « Ça va être compliqué ». Et puis en fait, on a parlé, on a dit voilà, on a tous les deux ça, mais on avait envie de tellement bien faire tous les deux. Et puis on s'est dit, il faut juste qu'on se fasse confiance. Et en fait, là, on n'a même plus besoin de se parler. On arrive et puis on sait très bien ce qu'on veut. Donc c'est plutôt des moments de grand bonheur. Et le fait qu'il soit chanteur, est-ce facile pour vous accompagner dans la respiration, lorsqu'il vous dirige? Alors je dirais que c'est même l'atout de l'ensemble, c'est d'avoir un chef chanteur, puisque ça fait tout en fait. Ça fait le son. Si on fait de la musique vocale, il va mettre en avant tous les mots, etc., parler de chaque émotion contenue dans chaque mot, et nous, ça va énormément aider, donner la couleur, donner le phrasé, etc. En fait, il n'y a plus de questions. Je crois qu'on devrait tous travailler avec des chanteurs ou prendre des cours de chant, je ne sais pas. Mais c'est l'atout principal de l'ensemble, oui. Alors, pour le concerto pour flûte et harpe, vous avez choisi Clara Isambert. Qui est-elle? Alors Clara, c'est une belle rencontre au CNSM, donc Conservatoire national supérieur de musique de Paris, quand j'ai fait mes études là-bas. Donc je faisais mes études de flûte ancienne, flûte historique, et en parallèle, je faisais ce qu'on appelle la formation au CA, au certificat d'aptitude, qui est l'équivalent du master de pédagogie, mais comme en France, on a bien donné des noms spécifiques, on a appelé ça certificat d'aptitude, qui est pour enseigner au grand niveau dans les conservatoires français. Et alors c'était une formation assez chronophage, un peu déprimante aussi, puisqu'on n'avait plus du tout le temps de travailler l'instrument. Et je me rappelle être entourée d'une vingtaine de personnes dans la promotion et puis de penser « mais qu'est-ce que je fous là? Il faut absolument que je travaille mon instrument. » Et puis mon regard a croisé celui de Clara, et je crois qu'on s'est compris, sans parler. Et puis on est devenus amis, puis je savais que Clara faisait un petit peu d'instruments historiques. Alors elle ne fait pas trop de harpe triple, mais elle fait harpe moderne et puis les harpes début 19e et fin 18e.
Et c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié sa musicalité. Et puis je me suis dit que si un jour je devais enregistrer les concertos, ce serait avec elle. Et donc elle a accepté tout de suite. Alors je vous propose de retourner à la musique. Voici le Rondo Allegro, troisième mouvement du concerto pour flûte en ré majeur, Köchel 314 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le rondo allegro, troisième mouvement du concerto pour flûte en ré majeur Köchel 314 de Wolfgang Amadeus Mozart. Notre invité, Anna Besson, était accompagnée de l'ensemble Anocte Temporis, placé sous la direction de Reinout van Mechelen, une parution du label Alpha. Alors Anna, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Oh, j'aurais bien aimé réfléchir avant ça. Je crois que tout simplement, peut-être pas un morceau en particulier, mais un des morceaux en tout cas du dernier CD du groupe Check Boom. Alors ça s'écrit C-I-A-C-B-O-U-M. Et alors ça, j'écoute en boucle dans la voiture. Je les ai invités d'ailleurs à Bautersem, dans la saison que nous avons avec Reinout, Bautersem Beethoven classique. Et on organise à chaque fois un mini week-end où le samedi soir, il y a un bal folk, puisque c'est quand même mes racines. Et Check Boom, c'est un groupe du Poitou, en France, et ils sont tout simplement extraordinaires. Le leader, c'est Christian Paché, qui est né dans une famille qui a été élevée par ses grands-parents, qui chantaient des chansons tout simplement. Donc Christian est collecteur, comme il explique, mais sans vouloir jamais l'avoir été. Il l'est de fait, parce qu'il a été élevé dans une famille qui chantait tout ce répertoire poitevin. Et c'est un groupe extraordinaire. Je vais essayer ne serait-ce que le titre Epuraï, qui est le nom de l'album, est super. Ben, je propose qu'on l'écoute maintenant. Parfait. Agadlunanciole purai todo pai pare alla vacconta ci di te pa magari Agadlunanciole purai todo pai pare alla vacconta ci di te pa magari la zizza un cappello une belle plume de haut pa magari Agadlunanciole purai todo pai pare alla racconta ci di te pa magari e a luna gioia purai todo pai pare alla racconta ci di te pa magari grazie sa moi dretta cogne de pasque de pizza son capion in de plume de haut pa magari allez.
venons d'écouter Epuraï du groupe Chalboum. C'était le choix de notre invitée Anna Besson. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Anna, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Oli. Merci à Carlos Amaggio d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.